Bonjour, bonjour, c'est Isabelle Romé, donc coach en Feng Shui traditionnel, fondatrice de Sérénité Habitat et Efficience Pro. Ces derniers mois, j'ai entendu parler à quelques reprises d'une nouvelle discipline contemporaine donc, intitulée neuroarchitecture. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, je souhaitais donc faire un parallèle entre les deux disciplines, c'est-à-dire la neuroarchitecture, comparé au Feng Shui. Si on peut les comparer, on va voir comment. Naturellement, ne serait-ce qu'avec le nom qu'elle porte, cette discipline, on se doute bien évidemment qu'il va s'agir de neurosciences, et c'est bien le cas. Donc en fait, la neuroarchitecture va consister à étudier l'environnement au regard des neurosciences et donc des différentes conclusions d'études qui ont pu être menées sur l'importance de l'environnement et l'impact de cet environnement sur nous, notre productivité, notre bien-être, etc., nos émotions et tout ça. Les différentes études menées vont donc arriver à des conclusions qui font que, bien sûr, notre environnement, aussi bien visuel que sonore, va avoir un impact sur nous, sur notre fonctionnement. Mais en fait, ce que je voulais dire à ce niveau-là, c'est que vraiment, c'est l'étude de l'impact de l'environnement sur le cerveau et sur notre corps en tant qu'individu, mais au niveau de la physique, par exemple. La neuroarchitecture va donc se baser sur des données scientifiques mesurées, biométriques par exemple, ou comportementales et psychologiques. Ça va consister à concevoir des espaces qui influencent nos émotions, nos performances, notre stress et ou notre santé. Si l'on parle du Feng Shui maintenant, en tout cas le Feng Shui auquel je m'intéresse et que je pratique depuis 2010, c'est-à-dire le Feng Shui traditionnel, eh bien, en fait, tout ça, c'est déjà présent dans les études des maîtres Feng Shui depuis 4500 ans avant Jésus-Christ. C'est basé sur l'étude du Tao, bien sûr, sur l'observation de l'environnement. Nous travaillons avec des notions d'école, l'école du paysage, l'école de la boussole. Mais pour en revenir à l'environnement, si on peut comparer les choses avec la neuroarchitecture, l'école du paysage donc va nous apporter un certain nombre d'indications. Et c'est là que c'est intéressant en fait de voir que les conclusions sont exactement les mêmes entre les deux disciplines. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, ce sont exactement les mêmes conclusions, mais le moyen, les arguments, en quelque sorte, pour arriver à ces conclusions vont être différentes. Je peux aussi être un petit peu plus précise en disant qu'il y a un certain nombre de disciplines dont on entend parler qui sont exactement le contenu du Feng Shui. C'est par exemple, vous pourrez retrouver des appellations comme la psychologie de l'habitat, thérapie de l'habitat, habitat-thérapie. Qu'est-ce que j'ai déjà entendu aussi? La domothérapie, là ça comporte aussi la géobiologie, mais c'est un autre terme qu'on peut utiliser. Donc tous ces termes-là, ce sont des disciplines qui sont vraiment basées sur le Feng Shui et ou la géobiologie. Un autre terme utilisé également, c'est le Feng Shui humain ou le Feng Shui de l'humain. Sachez que le Feng Shui s'intéresse toujours à l'humain, quel qu'il soit. Le Feng Shui traditionnel, sa base même, c'est harmoniser l'environnement pour que justement nous autres êtres vivants vivions en harmonie avec cet environnement afin de nous apporter santé et prospérité. Donc de toute façon, dès qu'on parle du Feng Shui, intrinsèquement, il s'agit d'améliorer l'environnement, notre bien-être et tout ce qui va avec, nos émotions, etc. À partir donc du Feng Shui. Si comme moi, on propose des prestations qui allient Feng Shui, géobiologie et également des bilans énergétiques par magnétisme, par exemple, et ou des conseils sur la gestion des émotions par les fleurs de Bach, on se retrouve exactement dans cette notion de Feng Shui humain ou de l'humain. Voilà pour cette petite parenthèse. Un des piliers mentionnés dans la neuroarchitecture est la notion d'emplacement.
Alors ça, en Feng Shui, c'est quelque chose que l'on connaît là encore depuis le tout départ, puisque ça fait partie des bases même essentielles du Feng Shui, comment bien se positionner. En Feng Shui traditionnel, on appelle ça la position donc des animaux célestes, avec nous ou notre logement ou le local professionnel symbolisé par l'animal qui est le serpent, et les protections et soutiens autour et derrière nous, qui vont être la tortue à l'arrière, dragon vert et tigre blanc sur les côtés. Tout ça pour nous donner une vue dégagée sur l'avant qui est appelée le phénix. Eh bien, en neuroarchitecture, on va avoir exactement les mêmes conclusions, c'est-à-dire qu'il faut toujours se positionner en étant adossé à un mur, par exemple. Deuxième pilier de la neuroarchitecture, on nous parle de l'impact des couleurs sur justement notre bien-être, nos performances, etc. Alors là aussi, c'est quelque chose qui existe en Feng Shui, c'est également une des bases essentielles du Feng Shui, qui est donc articulée dans cette discipline-là, autour de l'harmonie des 5 éléments, bois, feu, terre, métal, eau. Ces 5 éléments ont chacun une gamme de couleurs qui correspond, et le but du jeu, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de faire en sorte justement que les couleurs puissent nourrir l'élément de la pièce dans laquelle on se trouve. Alors clairement, je vais dire les choses comme je les ressens, la neuroarchitecture simplifie énormément de choses. Elle va directement à l'essentiel, c'est-à-dire pour faire telle chose, il faut faire telle autre chose. Alors qu'en Feng Shui, en fait, on va avoir plusieurs notions qui vont se combiner, qui sont plus complexes à apprendre, à acquérir comme notion, et qui vont apporter donc des choses, j'ai envie de dire, plus subtiles. Mais le gros avantage que je vois dans la pratique en fait de la neuroarchitecture, c'est de permettre clairement des personnes qui seraient, je dirais, plus cartésiennes, moins versées dans le côté spirituel des choses et dans le ressenti, de justement se dire « Ah oui, là, il y a des arguments scientifiques, donc ça vaut peut-être la peine que je m'y intéresse. » Mais au final, on arrive exactement à la même conclusion, c'est-à-dire que être adossé à un mur en Feng Shui, c'est une des choses essentielles. La circulation de l'énergie, faire en sorte que les meubles soient positionnés d'une certaine façon. En Feng Shui, on en parle, c'est une des bases. Au niveau également des formes, des matériaux, que ce soit des matériaux sains, qu'il n'y ait pas de pollution, que par exemple les meubles aient des coins arrondis pour ne pas se blesser. Ça s'explique en neuroarchitecture et on le décrit en Feng Shui sous la forme justement de symboliques et de définitions qui sont à apprendre, une connaissance qui est à acquérir sur cette formidable discipline millénaire encore une fois. En quelque sorte, ce que je vois d'intéressant, c'est que la neuroarchitecture va apporter des arguments, encore une fois, pour les personnes qui seraient vraiment moins sujettes à écouter leurs ressentis. On arrive à la même chose, mais il y a des arguments qui sont peut-être plus accessibles à certaines personnes. Pour d'autres qui sont comme moi, ou peut-être encore un petit peu moins que moi, sensibles, le Feng Shui va parler directement en fait à cette sensibilité-là qui est déjà à l'œuvre, qui est déjà en cours. Il y a beaucoup de choses aussi qui font partie du bon sens. Quand par exemple il s'agit d'aménager une chambre à coucher pour un bon sommeil. Donc moi ce sont des choses que j'explique notamment dans les ateliers ou dans les formations, les initiations au Feng Shui traditionnel que je dispense. Ça fait partie des choses basiques à acquérir, qu'on ne doit pas avoir un lit positionné au milieu d'une pièce. Et quand on fait le pendant de cela en termes professionnels, évidemment, ça veut dire qu'on ne va pas positionner un bureau au milieu d'une pièce où il va pouvoir y avoir d'autres personnes qui vont circuler sur les 4 côtés.
Ça, c'est un non-sens. On en revient à l'aménagement des locaux professionnels, notamment en open space, ou même, je le constate aussi dans certains espaces de coworking, il y a des notions qui sont à appliquer de manière à permettre justement concentration, productivité encore une fois, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être, comment dirais-je, ultra utilisé. C'est vraiment pour faire en sorte que nos ressources individuelles et personnelles et collectives soient mises le plus en exergue possible par rapport à cette importance de l'environnement et à l'impact de celui-ci sur nous. J'ai aussi lu qu'en neuroarchitecture, il est question d'introduire des plantes vertes dans l'environnement. C'est évidemment quelque chose que nous préconisons en Feng Shui, ça a toujours été. Les plantes vertes, j'en parle d'ailleurs dans ce même podcast Cheminer vers l'harmonie. Il y a un épisode dédié sur le choix des plantes, donc je vous invite à aller l'écouter ensuite pour en apprendre davantage sur le choix des plantes vertes. Mais il y a effectivement une importance considérable d'apport en termes de bienfaits par les plantes vertes. Alors en Feng Shui, on va avoir l'apport de l'élément bois par exemple, qui est propice à tout ce qui est croissance, donc croissance de projet, croissance financière, etc. Et en géobiologie, qui est une autre discipline avec laquelle je travaille moi aussi depuis 2010, puisque je suis consultante en Feng Shui et géobiologue, nous allons travailler en termes d'impact des plantes vertes sur la notion d'apport d'ions négatifs. Donc là, on pourrait presque se rapprocher de la neuroarchitecture avec la géobiologie, puisque on va avoir des choses qui vont être détectées certes par anesthésie et d'autres mesurées par des appareils électroniques ou autres, notamment par exemple tout ce qui est ions négatifs produits par tous les appareils électriques et électroniques. Ça peut être les imprimantes, les ordinateurs, bien évidemment les climatisations, les photocopieurs, les néons, tout ce qui est éclairage, chauffage, tout ça apporte en fait des ions positifs dans notre environnement. Et à l'inverse, les plantes apportent des ions négatifs et viennent contrecarrer en quelque sorte, de manière tout à fait naturelle, cette création d'ions positifs qui sont défavorables pour la qualité de l'air et donc notre environnement de travail. En résumé, neuroarchitecture et Feng Shui vont dans le même sens avec des arguments et des méthodes et des outils différents. Sachez malgré tout que le Feng Shui, et même si c'est une discipline millénaire, elle a fait ses preuves et bien sûr on peut travailler avec le Feng Shui traditionnel en 2025 et pour les années à venir. Les travaux, les études, les analyses, les connaissances qui ont été acquises après observation de l'environnement par les maîtres, puis par tous les pratiquants et consultants Feng Shui depuis des centaines d'années, sont à l'œuvre et peuvent parfaitement s'appliquer dans notre monde, dans notre environnement contemporain, que ce soit chez nous, dans notre habitat ou au travail, bien sûr. Ce que je peux, moi, vous proposer pour justement soit diffuser de l'information, soit apporter un apprentissage, eh bien, il y a évidemment l'animation de conférences et d'ateliers en entreprise ou dans les organismes, dans les associations. Eh bien, je suis parfaitement ravie de pouvoir intervenir. Je le fais sur tout le Grand Ouest de la France, de la Normandie au sud-ouest, en passant bien évidemment par la Bretagne, les Pays de la Loire, la Vendée, la Gironde et au-delà, et éventuellement ailleurs. Et je dispense également des ateliers d'initiation de 3 heures. Alors, il y en a 2 catégories. Il y a les ateliers d'initiation en Feng Shui pour les particuliers, et là en fait les bases et toutes les choses que je vais pouvoir vous enseigner dans cet atelier de 3 heures sont des bases vraiment avec une forte volonté de vous rendre, comment dirais-je, ce sont vraiment des initiations pragmatiques et qui vont directement à l'essentiel sur ce qui peut vous être utile en tant que particulier dans votre habitat.
Pour les professionnels, une version d'atelier 3 heures, donc il peut se dispenser en présentiel ou bien en visioconférence. Ce peut être de manière individuelle ou collective, en petits groupes, maximum 8 personnes, de manière à ce qu'il y ait un maximum d'interactivité par rapport aux connaissances qui sont présentées. Comme je l'ai déjà fait par exemple pour le magasin Schmitt de Vitré, avec l'équipe d'Adélaïde, ça a été vraiment une super expérience de leur dispenser ces connaissances. Vraiment, je suis passionnée par tout ce que ça peut apporter comme impact positif dans nos vies, cette merveilleuse discipline du Feng Shui traditionnel. Donc n'hésitez pas à me solliciter. Vous êtes designer, agenceur, décorateur, architecte d'intérieur, architecte, promoteur, tous ces métiers, mais également graphiste, photographe. Vous êtes sur des métiers où le Feng Shui va pouvoir réellement vous apporter des connaissances supplémentaires quant à la qualité et de tout l'impact que vous pourrez avoir pour vos clients sur les offres et les services que vous allez proposer vous-même à vos clients. C'est vraiment une discipline à côté de laquelle il ne faut pas passer. Donc voilà, vous pouvez me contacter très facilement sur les réseaux sociaux ou alors par les sites web Sérénité Habitat et Efficience Pro. Donc je vous indique l'intitulé des 2 sites web en description, en légende. Et surtout, vraiment, retenez 2 choses, neuroarchitecture et Feng Shui, même combat, j'ai envie de dire, mais avec des méthodes et des outils différents. Avec l'un qui est donc une discipline moderne, la neuroarchitecture, et une autre qui a juste 4500 ans de vécu, d'histoire et de connaissances véhiculées à travers donc les siècles et les pays. Voilà, merci pour votre écoute, au plaisir de lire vos commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour écouter les prochains épisodes et écouter bien sûr les précédents. Au revoir.